Il était une fois un marchand qui était si riche qu'il pouvait paver toute la rue et presque une ruelle de plus avec des pièces d'argent. Mais il ne le faisait pas. Il savait employer son argent autrement. S'il dépensait un skilling, il recevait bientôt un daler. Voilà quelle sorte de marchand il était. Et puis, il mourut. Son fils eut alors tout cet argent et vécut joyeusement. Il allait au bal masqué chaque nuit, se montait des cerfs-volants avec des rixdales en papier et faisait des ricochets dans la mer avec des pièces d'or au lieu de pierres plates, en sorte que l'argent filait. Il ne lui resta plus finalement que 4 skillings, et il n'avait pas d'autre vêtements qu'une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Ses amis ne se soucièrent plus de lui, puisqu'ils ne pouvaient plus se promener avec lui dans la rue. Mais l'un d'entre eux, qui était bon, lui envoya un vieux coffre et dit « Fais tes paquets ». C'était très bien, mais il n'avait rien à mettre dans le coffre. C'est pourquoi il s'y mit lui-même. C'était un drôle de coffre. Aussitôt qu'on appuyait sur la serrure, il pouvait voler. C'est ce qu'il fit. Il s'enfuit avec lui par la cheminée bien haut au-dessus des nuages, et loin, très loin. Le fond craque, et le voilà très effrayé. Il craint qu'il ne se brise en morceaux, car il ferait une fameuse culbute. Oh Dieu, aie pitié de nous! Et il arriva ainsi au pays des Turcs. Il cache le coffre dans la forêt, sous des feuilles sèches, et va dans la ville, ce qu'il pouvait bien se permettre, car chez les Turcs, tout le monde sort comme lui, en pantoufles et robes de chambre. Et il rencontra une nourrice avec un bébé. « Écoute, nourrice turque, dit-il, qu'est-ce que c'est que ce grand château tout près de la ville, dont les fenêtres sont si hautes ?»« C'est là qu'habite la fille du roi. On lui a prédit qu'elle serait très malheureuse à cause d'un fiancé. Aussi, personne ne doit l'approcher en l'absence du roi et de la reine. » « Merci, dit le fils du marchand, et il s'en alla dans la forêt, se mit dans le coffre, vola sur le toit, et se glissa par la fenêtre chez la princesse. Elle était couchée sur le canapé et dormait. Elle était si charmante que le fils du marchand ne put se retenir de lui donner un baiser. Elle se réveilla et eut grand peur, mais il dit qu'il était le dieu des Turcs, qu'il était venu la trouver par la voie des airs. Et elle fut satisfaite. Et ils s'assirent à côté l'un de l'autre, et il lui conta des histoires sur ses yeux. Ils étaient des lacs sombres, délicieux, sur lesquels les pensées nageaient comme des ondines. Et il lui parla de son front, qui était une montagne de neige contenant des salles et des images superbes. Et il lui parla de la cigogne qui apporte les gentils bébés. Ah oui, c'étaient de jolies histoires. Et le jeune homme demanda sa main à la princesse, qui dit oui tout de suite. « Mais revenez ici samedi, car le roi et la reine viennent prendre le thé chez moi. Ils seront très fiers de me voir épouser le dieu des Turcs. Mais sachez leur raconter un très beau conte, car il les aime énormément. Ma mère les veut moraux et distingués. Mes pères les apprécient très gais, que l'on puisse rire. »« Bien, je n'apporterai pas d'autre cadeau de noces qu'un conte, dit-il. » Et ils se séparèrent. Mais la princesse lui donna un sabre qui était garni de pièces d'or, et c'était surtout cela qui pouvait lui servir. Il s'envola et alla s'acheter une robe de chambre neuve. Puis il s'assit dans la forêt et composa un conte qui devait être achevé pour le samedi, et ce n'était pas si facile que ça. Et le conte fut achevé, et on était le samedi. Le roi, la reine et toute la cour prenaient le thé chez la princesse et attendaient. Il fut reçu très aimablement. « Veuillez nous raconter quelque aventure, dit la reine. Quelque chose de sensé et d'instructif. »« Mais où il y a tout de même de quoi rire, dit le roi. « Oui, je peux, dit-il, et il conta. Écoutons-le bien. Il était une fois un paquet d'allumettes. Elles étaient très fières à cause de leur haute origine. Leur arbre généalogique, c'est-à-dire le grand pin dont chacune était une bûchette, avait été un grand vieil arbre de la forêt. Les allumettes étaient maintenant sur la tablette, entre une lampe et une vieille marmite de fer, et elles leur racontaient leur jeunesse. Lorsque nous étions encore de jeunes rameaux, nous menions une vie délicieuse. Nous avions matin et soir du thé de diamant. C'était la rosée, n'est-ce pas?
Durant la journée, la lumière du soleil et des oiseaux pour nous raconter des histoires. Nous étions très riches. Les autres arbres n'étaient vêtus que l'été. Nous avions les moyens d'être habillés de vert, été comme hiver. Mais la Révolution est arrivée et les bûcherons ont dispersé notre famille. Notre père le tronc fut placé comme grand mât sur un splendide vaisseau capable de faire le tour du monde. D'autres branches obtinrent d'autres emplois. Quant à nous, nous avons reçu pour mission d'éclairer la multitude. C'est pourquoi nous nous trouvons dans cette cuisine, en dépit de notre naissance. Mon sort est bien différent, dit le pot de fer qui était à côté des allumettes. Depuis que je suis venu au monde, on m'a récuré et fait bouillir bien des fois. Je me charge du substantiel et suis à proprement parler le premier ici dans la maison. Ma seule joie est après le repas de reposer propre et net sur la tablette et d'avoir une conversation sensée avec les camarades. Mais si j'accepte le seau d'eau qui de temps en temps descend dans la cour, nous vivons toujours entre quatre murs. Le seul qui nous apporte les nouvelles est le panier du marché. Mais son bavardage sur le gouvernement et le peuple est bien incohérent. Il y avait même autrefois un vieux pot qui en fut tellement effrayé qu'il est tombé et s'est cassé. Le panier a des idées hardies, vous savez. Tu parles trop, dit le briquet. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une soirée un peu amusante? Dirent les allumettes. Jouons à qui a la plus noble origine. Non, je n'aime pas à m'entretenir de moi-même. Dit la marmite de terre. Il nous reste d'autres sujets de conversation. Je commencerai par raconter l'histoire de ma vie, puis chacun en fera autant. Rien n'est plus divertissant. Or donc, sur les bords de la Baltique, non loin des forêts de hêtres qui couvrent le Danemark, Quel charmant début! Dirent toutes les assiettes. Nous sentons que nous aimerons cette histoire. là, j'ai passé ma jeunesse dans une famille paisible. Les meubles y étaient frottés tous les 15 jours, le plancher lavé et les rideaux nettoyés. Comme vous le racontez d'une manière intéressante, Dit le balai. on se rend compte tout de suite que c'est une femme qui parle. Il y a quelque chose de si propre dans votre récit. Oui, on sent cela, dit le seau d'eau. Et de joie, il fit une petite gambade, et l'on entendit un flac sur le carreau. Et la marmite de terre continua, et la fin fut aussi bonne que le commencement. Oh, que c'est bon! C'est très bon! C'est admirable. Toutes les assiettes s'entrechoquaient de joie, et le balai prit du persil dans la sablière et en couronna la marmite de terre, car il savait que cela vexerait les autres, et il se disait, si je la couronne aujourd'hui, elle me couronnera demain. Maintenant, je vais danser pour vous. Dit la pincette, et elle dansa. Bon Dieu, comme il savait vous lancer une jambe en l'air. La vieille garniture de chaise dans le coin fut déchirée rien qu'à la regarder, Quelle vulgarité! pensaient les allumettes. Ravissant. Très beau, Est-ce que extraordinaire. je serai couronnée? Oui, la pincette. Et elle le fut. La fontaine à thé devait alors chanter, mais elle était refroidie, dit-elle, et elle ne pouvait chanter que lorsqu'elle était prête à bouillir. Mais c'était pure gloriole, elle ne voulait chanter que lorsqu'elle était sur la table chez les maîtres. Près de la fenêtre était une vieille plume dont se servait la bonne pour écrire. Elle n'avait rien de remarquable, sinon qu'elle avait été plongée trop au fond de l'encrier, mais elle en était très fière. Si la théière ne veut pas chanter, Dit-elle, nous nous en passerons. Le rossignol qui est dehors dans la cage chantera sans se faire prier, lui, même s'il n'a pas appris. Nous nous en contenterons pour ce soir. Cette proposition me paraît assez inconvenante. dit la bouilloire, qui était la chanteuse de la cuisine et demi-sœur de la fontaine à thé. Pourquoi admettre parmi nous un oiseau étranger? Ce n'est guère patriotique. J'en fais juge le panier du marché. Franchement, je suis mécontent, Dit le panier du marché. extrêmement mécontent. Enfin, est-ce une manière convenable de passer la soirée? Il vaudrait infiniment mieux réformer toute la maison et remettre chacun à sa place. Je dirigerais le mouvement, ce serait autre chose. Non, dirent-ils tous. Faisons du tapage. À ce moment, la porte s'ouvrit. C'était la bonne, et ils se tinrent tous cois. Personne ne broncha. Mais il n'y avait pas un seul petit pot qui ne sût ce qu'il pouvait faire et quel haut personnage il était. Oui, si je l'avais voulu, se disait-il, on aurait passé une agréable soirée. La bonne prit les allumettes et en fit du feu. Bon Dieu, comme il crépitait et flambait, Maintenant, tout le monde voit bien que nous sommes les premières. songeait-elle. Quel éclat,
quelle lumière! Puis elles s'éteignirent, Voilà une aventure charmante. dit la reine. Tout à l'heure, je me croyais transportée au milieu de la cuisine près des allumettes. Aussi, vous épouserez notre fille. Certes, Dit le roi. tu auras notre fille lundi. Le roi et la reine le tutoyaient déjà comme membre de la famille. Le jour du mariage était fixé, et la veille au soir, toute la ville fut illuminée. Pain mollet et craquelin étaient jetés à la gribouillette. Les gamins des rues marchaient sur la pointe des pieds, criaient « Hurrah !» et sifflaient dans leurs doigts. C'était magnifique. Allons, il faut que je fasse aussi quelque chose, se dit le fils du marchand. Et il acheta des fusées, des pois fulminants et tous les feux d'artifice imaginables, les mit dans son coffre et s'envola au-dessus de la ville avec cela. Pff, quelle gerbe et quel crépitement! Tous les Turcs sautaient en l'air, leurs pantoufles envolaient par-dessus leur tête. Jamais ils n'avaient vu de tels météores. Ils comprenaient que c'était bien le dieu des Turcs lui-même qui allait épouser la princesse. Dès que le fils du marchand fut redescendu dans la forêt avec son coffre, il se dit « Je vais aller en ville pour savoir quel a été l'effet produit. » Ah, c'est assez naturel qu'il voulut s'en rendre compte. Non, ce que les gens racontaient. Chacun de ceux qui l'interrogeaient avait vu le feu d'artifice à sa façon, mais tous étaient enchantés. « J'ai vu le dieu des Turcs lui-même, disait l'un. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et il avait une barbe comme l'écume des vagues. Il volait dans un manteau de feu, disait un autre. De petits anges montraient leur tête dans les plis. » C'était très bien tout ce qu'il entendit, et la noce était pour le lendemain. Il rentra dans la forêt pour se mettre dans le coffre. Mais où était-il? Le coffre était brûlé, une étincelle du feu d'artifice était restée, qui avait allumé l'incendie, et le coffre était en cendres. Il ne pouvait plus voler, il ne pouvait plus rejoindre sa fiancée. La pauvre princesse resta toute la journée à l'attendre sur le toit. Elle l'attend encore. Il lui court le monde et dit des contes, mais ils ne sont plus aussi amusants que celui qu'il avait raconté sur les allumettes.